Alors, tu sais, quand j'étais à l'école, moi j'étais toujours, tu sais, les pieds sont enroulés autour de la chaise, soit le pied sous mes fesses. Tu sais, exactement comme ça que je suis là actuellement. J'ai le pied sous la fesse. Euh, et en plus de ça, j'étais complètement retourné, tu sais, pour prendre les notes. Je me mettais comme ça sur le côté. Et alors, les mathématiques et moi, c'est pas du tout mon truc. Et tu le sais, le calcul, c'est pas c'est pas pour moi. Euh, Il y avait plein de petits troubles comme ça qui ressortaient. Et au final, j'ai compris plus tard, notamment par le biais de la RNP, des réflexes archaïques, bah, que j'avais des réflexes archaïques qui ressortaient. Et ces réflexes archaïques-là, quand ils ressortent, parce que je suis sûr que vous êtes plusieurs là qui nous écoutez, à vous dire, ah bah tiens, moi aussi, j'ai souvent les pieds croisés autour de la chaise, ou je me balançais sur la chaise, ou alors j'avais le pied croisé sous une chaise et l'autre pied ballant, ou alors je me mettais de côté pour écrire, et j'écrivais mal si je devais écrire droit, etc. Enfin bref. Je suis sûr que vous êtes beaucoup à vous reconnaître. Et il y a des enfants, il y a des adultes, hein, mais qui étaient des anciens enfants, qui ont ces problématiques-là, enfin, si on peut dire que c'est des problématiques, qui sont exacerbées. Et ben ça peut être des troubles 10, tu vois. Et, euh, et les troubles 10, alors moi, j'aime pas vraiment mettre des étiquettes parce que si tu dis à un enfant, toi, tu as un trouble 10 et tu as une problématique quelconque, que ce soit de l'écriture, la lecture, etc., tu l'enfermes dans une étiquette et lui, bah, il va y rester dans ce carcan-là toute sa vie. Et pourquoi je trouve que c'est pas bien de le faire? Parce que par exemple, il y a de la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'encadrais des enfants, 5 enfants, tu vois, sur un stage avec des difficultés, des troubles neurodéveloppementaux, parce que les troubles 10, c'est des troubles neurodéveloppementaux, c'est des immaturités sensorielles, etc., qui vont conduire à des problématiques bah, d'écriture, de lecture, de compréhension, de diction, de maths, etc. Et, et moi, quand les parents ils me téléphonaient, ils me disaient, ah, mais mon enfant, vous voyez, il est diagnostiqué 10 ou TDAH, et puis il y a ci, il y a ça. Et puis en fin de compte, tu t'aperçois que quand tu travailles une semaine avec eux, sur des problématiques sans leur dire que c'est des problèmes, tu vois, mais juste en leur faisant comprendre que ben, on peut s'amuser et faire des choses cool, tu vois, mais en tout cas intégrer des activités sensorielles tout au long de la semaine, on s'aperçoit qu'à la fin de la semaine, on a des bénéfices sur leur qualité. Donc, peut-être qu'un enfant qui va être fortement 10, on va pas forcément l'aider à sortir de ce trouble 10. Mais peut-être que c'est pas un vrai trouble 10, tu vois. C'est juste peut-être un réflexe archaïque qui est mal intégré. Peut-être que cet enfant qui est 10, on peut peut-être l'aider à mieux vivre avec son trouble parce qu'on va lui redonner des connexions un petit peu sensorielles. Et c'est ça qui est intéressant, en fin de compte, avec les troubles 10 et les troubles neurodéveloppementaux dans un sens plus général. Il y a pas mal d'études, de thèses aussi qui ont été faites sur le sujet où on voit qu'il y a énormément de relations entre les troubles 10 et des troubles proprioceptifs. Tu vois? Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit qu'en travaillant sur la proprioception, donc la proprioception, la perception du corps dans l'espace, eh ben, on arrive à regagner sur les troubles 10. Et quand je parle de proprioception, je vais même parler du système visuel, parce que le système visuel, il participe aussi à la proprioception. Tu vois? La perception de son corps bah, dans l'espace et dans le temps, bah, ça passe aussi par les yeux. Et donc voilà, c'est important de venir travailler le système visuel, le système proprioceptif. Et quand on s'intéresse à la neuro, notamment bah, via le système RNP, on sait très bien que le système visuel, que le système proprioceptif, ils viennent impacter grandement le cervelet. Tu vois? Parce que dans le développement du cervelet, tu sais, le cervelet se développe en papillon, et dans ce développement du cervelet, bah, au milieu de ça, on a le vermis, et après, tu as les parties intermédiaires, latérales, etc. Tout ce qui est fonction cognitive supérieure, ce qu'on recherche, en fait, les problématiques dans ce développement sensoriel, qu'on pourrait dire 10, eh ben, il se déroule dans un cervelet qui est assez nouveau par rapport à l'évolution humaine. Donc, dans ce nouveau cervelet, qui est vraiment la partie latérale là, du cervelet, il y a des problématiques. Comment tu veux qu'un enfant ait accès à une bonne écriture, à un bon langage, etc., si déjà en amont, il a des troubles proprioceptifs, tu vois, il sait déjà pas où se situe son épaule dans l'espace, son bassin dans l'espace, tu sais, il n'est pas centré, tu sais, le fameux réflexe de radiation du Mm. nombril qui vient te centrer là, ben,
il n'est pas centré, donc il n'a pas conscience de ça. Et ce réflexe de radiation du nombril, il passe aussi beaucoup par le vermis, tu vois. Parce Mhm. que le vermis, ben, il va venir aligner un petit peu le centre du corps avec aussi, même si on est des fois, en fonction de la littérature, un peu déjà dans les parties intermédiaires, tu sais, les épaules, les hanches, etc. Mais voilà, très important déjà de retravailler le centre avant d'aller travailler la périphérie au niveau moteur, qui on sait va nous permettre de développer tout ce qui est cognitif supérieur. Donc, les tâches de motricité fine, etc. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, si on veut travailler avec un enfant qui a des troubles sensoriels, eh ben, on va pas aller tout de suite travailler sur son trouble sensoriel. On va peut-être en amont venir travailler sur des problématiques comme déjà l'équilibre. Parce que quand on regarde les enfants qui ont des troubles 10, il y a énormément de difficultés d'équilibre. Tu prends un enfant qui a une problématique de développement neurosensoriel, si votre enfant chez vous, vous dites, ah, il est hyperactif, ah, il bouge trop, ah, il est HPI, tu vois, qui a un petit peu un fourre-tout à la mode, ah, il a des difficultés dans l'écriture, dans le langage, il parle pas comme ses autres copains, ou des difficultés en orthographe, en grammaire, etc. Eh ben, finalement, vous savez ce que vous faites? Mettez-le en équilibre sur une jambe. Est-ce qu'il tient cet équilibre? Moi, quand je vois les enfants qui ont des troubles 10, le premier truc qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est se mettre debout sur une poutre, même si elle a ras du sol, parce qu'ils n'ont pas cette notion d'équilibre. Ils sont pas centrés. Si t'es pas centré, comment tu veux te concentrer? Tu comprends? C'est comment tu veux être à l'école concentré sur ce qui se passe si ton corps, en permanence, tout au long de la journée, il ne fait que chercher où est son équilibre. Le corps, il perd en énergie. Surtout que normalement, c'est un des piliers du développement moteur. Tu vois, dans le développement neuromoteur, c'est céphalocodal proximodistal. Donc, normalement, tout ce qui est proche du centre du corps, ça devrait être dans les premiers trucs qui se développent. Mais si l'enfant, il n'a pas accès à ça, toute la journée, il va chercher à s'autoréguler. Tu sais. Alors, donc, en fait, quand l'enfant, il compense et ça lui demande un coût énergétique, mais tellement fort que finalement, comment tu veux qu'il s'exprime sur des tâches qui sont censées être plus nouvelles au niveau du développement moteur. Et donc, en fin de compte, là, on va s'apercevoir qu'on a des problématiques neuro, tu vois, vestibulaires, proprioceptives, visuelles, et qu'on a des problématiques au niveau des réflexes archaïques. Mais en fait, compte, ça prend du sens, puisque le système vestibulaire, c'est l'axe, ok, qu'on ait des problématiques au niveau de réflexes archaïques qui se trouvent proches de cet axe, comme le réflexe tonique labyrinthique, comme le réflexe tonique asymétrique du cou, comme le réflexe tonique symétrique du cou, comme le réflexe de Galant. Eh bien oui, mais si ton enfant, à un moment, il n'est pas bien axé, si ton enfant, il a ce réflexe de Galant qui est trop présent. Moi, il va toujours bouger sur sa chaise parce que c'est pas bon pour lui du tout de rester en place. Et comment tu veux qu'il se concentre en classe et qu'il suive quelque chose si à chaque fois il est obligé de bouger parce que tout simplement son cerveau n'a pas compris qu'il fallait développer certains axes comme les réflexes archaïques, tu vois. Donc, on va travailler en amont sur le neurosensoriel en lien avec les réflexes archaïques parce que c'est indissociable finalement. Euh, les réflexes archaïques se situent dans le tronc cérébral qui régit ben, justement toutes les fonctions autonomes, mais qui régit aussi la posture, qui régit aussi, ben, qui est en gros lien en fait avec tu sais, avec le cervelet. Parce que quand le tronc cérébral il va donner une information sur une commande motrice à faire ou sur un élément cognitif à faire, il va toujours faire une boucle de rétroaction avec le cervelet. Mais si le cervelet lui dit, écoute, c'est pas bon pour moi, bah, le tronc cérébral, il va se mettre en croix et c'est fini. Donc là, le cerveau, il va se dire, OK, c'est pas sécuritaire ce qui se passe autour de moi. Bah, je préfère bouger sur ma chaise, je préfère me balancer sur ma chaise, je préfère me mettre de côté parce que tu vois, je vais essayer de compenser pour amener un minimum d'équilibre dans ce que je dois faire comme tâche cognitive. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, Non, mais c'est vrai. finalement, c'était l'idée de parler autour de ces troubles 10. Si on a des résultats au bout de quelques jours avec des enfants sur des troubles développementaux, neurosensoriels, etc., ça veut dire qu'à un moment, bah, il faut prendre en compte ce développement neuro en lien avec les réflexes archaïques et voilà, et venir créer quelque chose de nouveau. Parce que ces enfants, le problème, c'est qu'on leur dit qu'ils ont un trouble, donc on les met dans une situation de stress vis-à-vis de leurs camarades qui vont beaucoup plus vite qu'eux, tu vois, finalement, parce que les autres camarades qui n'ont pas de trouble, qui sont équilibrés, etc., mais ils n'ont pas besoin de perdre de l'énergie toute la journée, tu sais.
Donc, eux, ils sont Hmm. concentrés et ça va beaucoup plus rapidement. Donc, ton enfant, s'il a déjà des difficultés à suivre par rapport aux autres, qu'il est beaucoup plus lent, ah, vous savez, madame, votre fils, il est un petit peu plus lent. Mais voilà, il faut lui rendre euh, la vie plus facile. Donc, le remettre en sécurité, lui apprendre ce que c'est la sécurité, dire à son cerveau ce que tu fais, c'est sécuritaire, puisque la première chose que le cerveau se demande, c'est est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et une fois que le cerveau est en sécurité, là, on vient développer les bases, en fin de compte, qu'on aurait dû acquérir dans sa vie. C'est Et marrant parce voilà. bon, t'as dit beaucoup de choses, hein. Il y a des choses qui venaient, entre-temps, je les ai oubliées. Enfin bon, bref. Mais par rapport à la dernière chose que tu as dit, par rapport à ce sentiment de comparaison par rapport aux autres, c'est marrant, le magazine que tu m'as prêté là ce week-end quand on était à Bordeaux pour l'atelier de Ouais. pratique. Ben, en fait, à un moment donné, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Il montrait une étude par rapport à ça. C'était par rapport au culte de la notation à l'école. Ah C'était oui, une notation génial. 9 sur 20. Moi, je l'ai lu en diagonale en Alors, soit mode tu as très lu à rapide, tu vois. l'envers le magazine, soit tu l'as lu très vite, parce que je te l'ai filé ce matin, le magazine, et que c'est le dernier article, hein. C'est pour ça que j'ai lu comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'était que, alors, la notation, tu aimes ou tu n'aimes pas, la question n'est pas là. C'était justement que cette notation amène le culte de la comparaison. Et si de base, il y a quelqu'un Oui. qui est en retard, je mets bien entre les guillemets pour ceux qui écoutent en podcast, c'est que, ben, en fait, tu vas juste entretenir ce déséquilibre. Et là, c'est problématique. Ouais, mais le problème, c'est ce que dit cet article, justement. Donc, c'est dans Cerveau et Psycho, c'est un super magazine. Si vous aimez le cerveau et que vous êtes un peu allumé là-dessus, moi, je vous le conseille. Euh, Dans cet article, ils disent il n'y a aucune notion d'évaluation, finalement. Hmm. Tu vois? Parce que c'est une note qui est donnée par un professeur. On va juger par rapport à une moyenne de classe. Alors que maintenant, tu vois, chez les Mais petits-enfants, ce qu'il disait en aussi, c'était maternelle que c'est acquis, non acquis, Hmm. tu vois. Donc, on ne sait pas si l'élève qui a un 14 il a acquis. Mais On sait justement, juste ce qu'à qu'il un disait, c'était moment, que il a réussi. l'être humain, il aime bien se comparer jusqu'à un certain degré. Et Oui. c'est pour ça qu'en fait, c'était pas forcément positif. Enfin, Mais est-ce bref. que l'être humain aime se comparer ou est-ce que l'être humain est habitué à se comparer depuis son enfance? Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on C'est comme, ouais, développe c'est comme normal, comportement, la fameuse c'est question. les comportements qu'on nous a éduqués. C'est, ah, t'as Hmm. vu, ça commence par, eh, t'as vu mon enfant, il a marché plus vite que le tien. Tu Ah, mais vois. ça, c'est Et la après, base. ben oui, c'est ça. Et, Ah, oh, et puis, t'as vu le petit de un tel, il est pas beau, tu sais, quand il est à l'hôpital. Mais on s'en bat les steaks, en fait. Tu vois, on s'en bat les steaks. de ouf. Ça, moi, je me rappelle, il y avait, tu sais, des filles qui étaient super belles au lycée, et quand tu les revois 20 ans plus tard, elles sont plus belles. Ou l'inverse. Non, mais c'est super misogyne ce que je dis. Mais non, mais c'est pas parce que tu pars avec un facteur génétique X que Hmm. ça va pas être modifiable. Euh, Moi, je regarde souvent, tu sais, quand tu regardes les acteurs, des trucs comme ça, on dit souvent, waouh, t'as vu, l'acteur, il est encore plus beau en vieillissant. Mais ouais, Hmm. parce que en fait, l'être humain, et des fois, il se bonifie, tu sais, avec le temps, c'est comme un bon vin. Tu essaies de trouver des excuses pour toi, là, ou de l'espérance. Parce que j'ai plus de cheveux. Non, mais je m'en fous. Mais non, mais finalement, ça sert à quoi de se comparer? Parce que finalement, on nous le dit toujours. Moi, je me rappelle, hein, toute ma scolarité, c'était ça. Ouais, mais tu vois, par rapport à tes copains, les notes, nanani, nanana, la classe, etc. Ouais, mais si déjà tu es dans un système scolaire qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, c'est très très compliqué en fin de compte de t'affirmer par rapport aux autres. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas exceller dans un domaine. Et 100%. la dernière fois, j'étais dans un séminaire à Paris sur la santé mentale et le sport de haut niveau, tu sais. Et il y avait l'ancien ministre des Sports, Jean-François Lamour, donc qui était le ministre des Sports quand moi j'étais enfant. Le mec était escrimeur quand même, double médaillé olympique en escrime, double médaillé d'or olympique en escrime. Donc tu vois, un super athlète. Et nous, il nous racontait sa vie. Il disait, mais moi, à l'école, j'étais en échec scolaire. Ma mère était prof. Et donc, j'étais dans la classe bah, de sa collègue, et toutes les semaines, sa collègue allait voir ma mère en disant, mais je sais plus quoi faire de Jean-François Lamour, quoi, tu vois. Et il disait, il était en échec scolaire complet jusqu'au moment où sa mère, elle a dit, OK, j'en peux plus de toi, je vais te mettre à l'escrime, parce que le maître d'armes de l'escrime, du club d'escrime, c'était un militaire et que c'était très carré. Et là, donc, bah, il s'est découvert une passion pour l'escrime, même un peu plus tard que après son inscription, tu vois. Il n'a pas tout de suite été un champion. Et le mec, finalement, il fait double médaillé d'or olympique. En plus, il finit ministre des Sports et maintenant, il est consultant dans des grosses boîtes. Donc, finalement, c'est pas parce que ton enfant
il est pas bon à l'école maintenant qu'il ne va pas s'en sortir. Et le culte américain, on critique souvent les Américains, mais il y a quand même des très bonnes choses chez les Américains. Les Américains adorent dans les boîtes recruter des adultes qui ont été 10 parce qu'ils savent que eux, ils vont devoir faire ils ont fait 2 fois plus dans leur vie pour s'en sortir. Mm. Donc, ils savent que ces gens-là, ils ont trouvé des solutions et ils vont savoir s'adapter, tu vois. Donc voilà, si pour un petit peu Mais et conclure là-dessus. ça m'a aussi fait penser à une chose. C'est vrai qu'on conclut parce qu'après, ça va durer plus qu'un quart d'heure en euros. Mais c'est vrai que par rapport à cette comparaison, et là, je pense que ça va parler à pas mal de personnes. C'était ma belle-sœur, quand elle avait eu son enfant, elle a dit: «Ah, l'enfant de ma copine, il marche déjà.» Et du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'avec le trotteur, il marchera plus vite. Et elle m'a demandé mon avis. Voilà. Vous connaissez ma réponse. Ouais, on en Mais a parlé juste, ce c'est week-end. par cette On en a comparaison, en parlé à fait. l'atelier ce Ouais. week-end, hein. Mm. Pendant notre atelier RNP, on parlait du développement psychomoteur. À un moment, vous savez, il y a plein de choses qui ont été inventées au cours des 50 dernières années, et c'est super cool. Faut vivre avec son temps. Et, versus, c'était mieux avant. Mais tu sais, le truc, c'est qu'il faut se dire quand même que l'être humain, il existe depuis centaines de milliers d'années et il n'a pas eu besoin de trotteur pour marcher. Donc, tu as des enfants, ils vont marcher au bout de 10 mois, tu en as, ils vont marcher au bout de 15 mois. Tu vois, et au final, bah, c'est pas grave. Et moi, je te dirais même, l'enfant, s'il a marché au bout de 15 mois, il a fait beaucoup plus de quatre pattes. Et s'il a fait un bon quatre pattes, bah, ça sera peut-être même mieux pour lui, tu vois. Mm. Donc voilà. On ne sait pas de l'œuf ou la poule pourquoi, tu sais, il y a des troubles 10. Est-ce que c'est parce que tu as le réflexe tonique asymétrique du cou, je sais pas, il n'a pas été bien intégré? Ou est-ce que c'est le trouble 10 qui fait qu'il y a eu un réflexe tonique asymétrique du cou? Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, chez les enfants qui présentent des troubles 10, il y a un réflexe tonique asymétrique du cou. Et le fait de permettre de travailler, ça va améliorer. Et oui, ça se travaille. Moi, j'avais un gros RTAC, du coup, c'est ça qui fait peut-être le fait que j'étais comme ça, etc., etc. Enfin bref, gros RTAC, des problèmes de coordination. Pourtant, j'ai fait du karaté qui travaille beaucoup sur la coordination. Et j'avais un bon système de compensation parce qu'il y avait des exercices qui étaient très faciles, mais d'autres très durs. Ben, je me suis forcé quand même à travailler sur ma coordination. Et ouais, c'est chiant parce que tu sais, quand tu commences à travailler sur ta coordination ou sur des problématiques, tu lâches tout de suite rapidement parce que tu dis, punaise, c'est trop dur. Tu vois, ça te demande de l'énergie de le faire. Mais c'est ça en fait que le cerveau a besoin. Si tu restes toujours dans quelque chose de facile, ton cerveau il évolue pas et au contraire, il va complètement occulter du coup ce qui te manque parce qu'il l'utilise pas. Donc, force-toi à travailler et ça va améliorer. Donc, si tu es adulte et que tu arrives à le faire, c'est cool. Un enfant, avant l'âge de 10-11 ans, on peut faire énormément de choses avec eux. La problématique, c'est dans le milieu. Je ne vais pas cracher sur l'école parce que les profs font avec ce qu'ils peuvent comme moyen et des fois avec des écoles, des classes surchargées, c'est très très complexe. Très très complexe. Surtout que c'est pas aux profs de faire de l'éducation des enfants, tu vois. Les profs, c'est un accompagnement et un apprentissage. Mais l'enfant, tu sais, dans l'article, il disait acquis, non acquis, en cours d'apprentissage. On remarque déjà que là, il y a tu sais, des écarts, tu vois. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour ces enfants? Parce que le problème, c'est qu'on va vraiment se poser une question, même en tant que parent, quand l'enfant, il sera au collège et qu'il sera vraiment en difficulté scolaire, tu vois. Mm. Donc, il faut peut-être se poser des questions avant. Et donc là, venir travailler avec ces réflexes archaïques en lien avec la neuro, eh ben, c'est peut-être une solution qui peut vraiment être envisagée, en plus d'aller voir l'orthophoniste, parce que tout ça, c'est complémentaire. Le psychomotricien, l'orthophoniste, le praticien RNP, etc., etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les troubles de 10. Merci. Heureusement qu'ils ne sont pas 11. Sur cette belle blague, très facile. Merci à tous. Allez, ciao. À plus, salut.